le 13h, Maria Mallard. Bienvenue à la une de ce journal. Les syndicats de Ferrero Arlon sont inquiets face à la fermeture de l'usine jusqu'à nouvel ordre. Usine à l'origine de contamination à la salmonellose. Les syndicats sont en réunion aujourd'hui et ils espèrent entrer en contact avec la direction. On sera sur place avec Tidiem Kouach. En Ukraine, l'enquête qui se déroule à Boutcha continue. Boutcha, ville symbole des atrocités de la guerre. Pour répondre à certaines questions, des corps ont été exhumés des fosses communes. Et puis un petit miracle échappé de l'atrocité de cette guerre. Une maman ukrainienne a accouché en Belgique. La fin d'un long périple de Kharkiv à Verviers. En France, la tension avant le premier tour de l'élection présidentielle demain. Ces dernières heures, Marine Le Pen pour l'extrême droite et Jean-Luc Mélenchon, candidat de gauche, grimpent dans les sondages. On analysera cela en direct avec Quentin Warlop. Grande messe de la culture asiatique ce week-end à Bruxelles, c'est la Made in Asia, un salon qui touche un public très large et toutes les générations. Madame, Monsieur, bonjour. On commence avec cette question. Quelles sont les perspectives pour les travailleurs de l'usine Ferrero d'Arlon ? Elle a fermé sur demande de l'AFSCA, l'agence de sécurité alimentaire. C'est la conséquence du manque de transparence de l'entreprise après la détection de salmonelle dans des chocolats Kinder. Tidiem Kouach, vous êtes devant l'entreprise à Arlon. Avec la fermeture, les travailleurs se posent énormément de questions. Oui, Mariam, que va-t-il désormais se passer pour les travailleurs de l'usine Ferrero d'Arlon ? Une réunion entre syndicats ainsi qu'avec le directeur du personnel a eu lieu ce matin pour préparer des rencontres avec la direction dans les jours qui viennent. Une réunion surtout pour s'assurer des aspects salariaux des 850 travailleurs de l'usine. Vont-ils basculer en chômage temporaire dès la semaine du lundi de Pâques ? Car depuis hier, l'usine Ferrero ici à Arlon n'a plus son agrément, n'a plus son permis de produire et plus rien ne peut sortir d'ici. Seule l'AFSCA pourra donner son feu vert à une reprise des activités. L'usine de chocolat est donc à l'arrêt. En fait, elle est en congé la semaine prochaine avec des travaux de maintenance et de nettoyage qui étaient prévus. Ces travaux seront prolongés durant 2 semaines. Autant de jours d'incertitude pour les travailleurs et les nombreux saisonniers. Écoutez Sylviane Arnout, la secrétaire régionale CSC, alimentation et services. Comme il n'y a pas eu beaucoup de communication de la part de l'entreprise, ils ont pu faire plein d'hypothèses. Et l'hypothèse de la fermeture a été évoquée par certains médias. Ce n'est absolument pas d'actualité et ça doit déjà rassurer les travailleurs. Maintenant, au niveau des perspectives, c'est le timing qu'on ne connaît absolument pas. Et donc là, les travailleurs vont devoir patienter et attendre que l'entreprise y voit plus clair au niveau des exigences que l'AFSCA va poser et au niveau du moment de la reprise qui pourra être fait, puisque c'est vraiment l'objectif de l'entreprise de la remettre en route le plus vite possible, mais correctement, quoi. Une réunion de crise est annoncée entre syndicats et direction de Ferrero Belgique la semaine prochaine pour discuter justement de tous ces aspects salariaux qui concernent les 800 travailleurs de l'usine Ferrero d'Arlon. Direction l'Ukraine à présent, à Boutcha, près de Kiev. Dans cette petite ville, symbole des atrocités de la guerre, l'enquête en est à ses débuts. Elle doit confirmer qu'il y a bien eu crime de guerre sur place. Les autorités ukrainiennes commencent à exhumer les corps des fosses communes, des corps découverts après le départ des forces russes. Louisa Gardaoui et Alice Debati. Sous le regard des habitants de la région, les enquêteurs ukrainiens retirent un à un 40 corps d'une fosse commune à Boutcha. Des hommes et des femmes habillés en civil, découverts après le retrait des forces russes la semaine dernière. La police va examiner les circonstances de leur mort. Ces corps sont exhumés pour l'enquête judiciaire. Ils subiront un examen médico-légal, une autopsie. Et alors, une conclusion finale sur leur mort sera tirée. Nous pouvons déjà voir qu'il y a des blessures par balle sur les corps. Les enquêteurs recueillent également des preuves sur le terrain. Il faut tout vérifier, tout recouper, identifier les noms,
collecté des dizaines de témoignages de survivants. Il y avait beaucoup de témoins pendant l'occupation qui ont vu comment les gens ont été tués. Nous pouvons constater qu'il y a des personnes âgées parmi les morts, des personnes qui faisaient du vélo, qui se promenaient avec un chien. Des personnes nous ont fourni des informations sur l'identité de nombreuses personnes tuées. Un travail d'enquête long et minutieux pour que justice soit faite. La procureure générale de l'Ukraine a annoncé l'ouverture de plus de 5000 enquêtes criminelles sur des potentiels crimes de guerre depuis le début de l'invasion. Et des civils ont été pris pour cible aussi hier à Kramatorsk, à l'est du pays. 50 personnes au moins sont mortes dans l'attaque d'une gare, précisément là où des centaines de personnes espéraient prendre un train pour fuir la guerre. L'Ukraine et la Russie se rejettent la responsabilité de cette attaque. On voit cela avec Vincent Peigneux et Philippe Antoine. Voici l'arme qui a semé la mort hier devant la gare de Kramatorsk, où affluaient depuis plusieurs jours des milliers de civils tentant de fuir la région devenue de plus en plus dangereuse. La version officielle de la Russie, c'est que ce sont les Ukrainiens qui ont tiré ces missiles. Les forces armées ukrainiennes ont attaqué la gare de Kramatorsk. Elles ont pour cela utilisé un missile tactique Toshka-U. Et pour appuyer leur version, les Russes se basent sur un argument qu'ils pensent imparable. Les missiles tactiques Toshka-U, dont des fragments ont été retrouvés près de la gare, ne sont utilisés que par les forces armées ukrainiennes. Le problème, c'est qu'il existe des éléments qui contredisent cette affirmation. Le 15 février dernier, alors que l'invasion russe n'a pas encore commencé, l'armée russe exhibe fièrement, lors d'un exercice conjoint avec la Biélorussie, ces fameux missiles Toshka-U. Le site info de cette télévision d'État russe en fait d'ailleurs mention, insistant sur la synchronisation des missiles. Autre élément, une vidéo géolocalisée le 30 mars en Biélorussie, près de la frontière ukrainienne. On y voit un convoi ferroviaire avec des véhicules lance-missiles Toshka-U et le V que l'on retrouve sur de nombreux véhicules de l'armée russe. Et ce n'est pas tout. Les propagandistes de l'État russe étaient tellement pressés de rejeter la responsabilité de l'attaque sur les forces ukrainiennes qu'ils ont en réalité pointé la Russie. L'agence de presse russe RIA Novosti a publié une information sur la frappe infligée à Kramatorsk alors que les missiles étaient encore en l'air. Et ce n'est pas la première fois qu'un média russe publie trop tôt un texte censé paraître quelques heures, voire quelques jours plus tard. Et puis, regardez ces images. Ursula von der Leyen a remis hier un document officiel au président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il s'agit en fait d'un questionnaire qui permet à l'Ukraine de demander d'intégrer l'Union européenne. C'est bien ici une image symbolique. L'analyse de la demande ukrainienne sera accélérée. Par contre, le processus d'adhésion, lui, ne peut clairement pas aller plus vite et cela peut prendre des années. Je vous propose d'écouter la présidente de la Commission européenne. Volodymyr, my message today is very clear. Ukraine belongs to the European family. We've heard your request loud and clear. And today we're here to give you a first positive answer. In this envelope, dear Volodymyr, there is an important step towards EU membership. Direction la France à présent, où c'est le silence électoral aujourd'hui. Le premier tour de l'élection présidentielle, c'est déjà demain. Mais déjà depuis minuit, la campagne est officiellement terminée. Quentin Warloff, vous êtes à Paris. Aujourd'hui, les candidats ne peuvent donc plus s'exprimer, mais les sondages, eux, continuent à nous apprendre plusieurs choses. Oui, Mariam, et un trio se détache en tête. Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon font la course en tête, mais les dynamiques sont différentes. Fébrilité, inquiétude dans les équipes de campagne du président candidat, car oui, Marine Le Pen n'est désormais plus qu'à 1 petit % selon un dernier sondage. En fait, si elle veut gagner, Marine Le Pen, elle doit mobiliser, car l'abstention touche généralement très souvent les catégories les plus populaires qui lui sont favorables. Le troisième à espérer, je vous le disais, c'est Jean-Luc Mélenchon. Lui bénéficie depuis hier soir du soutien de Christiane Taubira et il espère récupérer tous les votes utiles côté gauche. Est-ce que la marche ne sera pas trop haute pour lui? En tout cas, au plus l'écart se resserre entre les deux premiers, au moins il a de chances d'arriver au second tour. Pour tous les autres candidats, autant vous le dire tout de suite, Mariam, c'est déjà terminé.
Alors la campagne a mis du temps à se mettre en route et finalement, Quentin, très peu de thèmes ont été abordés. Oui, ce qui a fait dire à certains ces derniers jours qu'on a eu droit en fait à une campagne Tefal. Tout a glissé, aucun thème n'a vraiment accroché prix dans cette campagne présidentielle. Jamais la politique internationale n'avait autant pesé sur un scrutin. Alors oui, le Covid a figé le début de campagne. Oui, le président n'a quasiment jamais été candidat. Et la guerre en Ukraine, c'est vrai, a éclipsé tout le reste. La guerre avec une conséquence ici en France, en Belgique aussi, mais l'augmentation des prix. Et donc ici, le thème du pouvoir d'achat qui s'est imposé dans cette campagne ces dernières semaines. Thème justement choisi par Marine Le Pen. Pas étonnant donc qu'elle n'a fait que monter dans les sondages depuis le début de la guerre. Merci Quentin pour vos explications en direct de Paris. À suivre dans ce journal, le secteur des motorhomes ne s'est jamais aussi bien porté, mais les délais de livraison rendent le travail des concessionnaires impossible. Certains doivent mettre la clé sous la porte. Quel avenir nous promet l'intelligence artificielle ? 150 experts se sont réunis cette semaine à Namur pour partager leurs connaissances dans les différents domaines auxquels elle pourrait apporter quelque chose. Et puis Joe le Taxi, le tube de Vanessa Paradis, est sorti il y a 35 ans que la carrière de la chanteuse française était lancée. On en parlera en plateau avec Bruno Tumers. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, la météo avec Pascal Laroche. Ensuite, vous avez rendez-vous avec les ambassadeurs. Moi, je vous dis à ce soir, 19h30. Excellent après-midi.